Au cours classique, Gabriel Gagnon s'ennuie. Il fait là l'expérience de l'autorité arbitraire, ce qui le conduira à l'idée d'autogestion, dit-il. Après un passage en philosophie où il travaille sur la connaissance du fait singulier, il se retrouve à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Sous la direction d'Arthur Tremblay, il y fait ses premières recherches. Au début des années 60, il se rend au Sénégal observer les développements d'un socialisme basé sur l'animation et la participation. Il assiste en fait à un coup d'État et découvre le décalage des idéologies à la réalité. De retour au Québec, il continue de s'intéresser aux expériences de changement social à Cuba et en Tunisie. Il se refuse cependant d'y voir des modèles de transformation pour sa propre société. Témoin critique de nos débats à ce sujet, il souligne la nécessité pour les chercheurs de s'impliquer dans les mouvements sociaux et de changer en conséquence la manière de pratiquer leur métier. Car aujourd'hui, les gens n'acceptent plus de se laisser sociologiser. Moi, je suis né en 1935, dans le bas du fleuve, dans une petite ville qui s'appelle Montjoly. Et j'ai fait, disons, mon cours classique aussi, que j'ai fait, disons, de 45 à 53. À cette époque-là, je ne savais pas du tout ce qu'était la sociologie, je n'avais jamais entendu parler. Mais disons, je pense qu'il y a un certain nombre d'expériences que j'ai faites à ce moment-là qui m'ont peut-être amené plus tard à choisir la sociologie. Disons, j'étais né dans une famille, mon père était avocat, et s'intéressait beaucoup à la politique, s'intéressait beaucoup à l'histoire, et s'intéressait beaucoup aussi, disons, à la nature. C'est un gars qui allait beaucoup dans la forêt ou dans le bois. Et moi, ce qui m'a d'abord intéressé, c'est l'étude des animaux et l'étude des plantes. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai fait des herbiers, j'ai fait des travaux sur les animaux. Et à cette époque-là, j'ai eu une expérience un peu particulière. Il y avait, Radio-Canada avait commencé un truc qui s'appelait Radio-Collège. Ça a dû commencer vers les années, je ne sais pas exactement, entre 45. Quand j'étais jeune, je me souviens, moi, que j'écoutais, je ne sais pas, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'écoutais ces programmes-là, puis j'avais des cahiers où je prenais des notes. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces cahiers de notes-là, je les ai pas lus, je les ai encore, mais ça fait bien longtemps que je ne les ai pas regardés. Je prenais des notes là-dessus et je suivais particulièrement des trucs qui concernaient les sciences naturelles et puis l'histoire. Alors, ça m'a peut-être aidé à embarquer dans ce mouvement-là. Ensuite, au cours classique, je me suis beaucoup ennuyé dans les 6 premières années de cours classique à faire du grec, du latin, de l'anglais. C'est des choses que je n'aimais pas beaucoup. Les seuls cours que je trouvais intéressants à l'époque, c'était encore soit des cours d'histoire, ou des cours de sciences naturelles, ou des cours de mathématiques. Il y en avait très peu, parce que tout était centré sur le reste. Donc, pendant les 6 premières années de mon cours classique, je me suis beaucoup ennuyé. Mais, rendu en philosophie, les 2 dernières années, là, j'ai retrouvé de l'intérêt, parce que je suis tombé dans le domaine des sciences, physique, chimie, mathématiques, et surtout de la philosophie. On est après la guerre, donc. Si vous êtes né en 1935, un cours classique, ça veut dire... J'ai commencé mon cours classique en 1945, et je l'ai fait dans diverses institutions, parce qu'à cette époque-là, j'étais un peu, disons, anarchiste, et ça, c'est une autre expérience, disons, de vie qui m'a peut-être marqué. Alors, j'ai fait ça dans 3 collèges, à Rimouski, à Québec, au Collège Garnier, et au Séminaire de Québec, finalement. Et donc, je l'ai fait de 1945 à 1953, mon cours classique. C'est un vrai cours classique? Oh, oui, un cours classique complet de 10 à 18 ans, là, comme on le faisait à cette époque-là, avec 6 ans de cours de lettres et puis 2 ans de cours de philosophie. Qu'est-ce qu'on vous racontait en histoire, vu que vous êtes intéressé? En histoire, on ne me racontait pas grand-chose. Il y avait un bon cours d'histoire du Canada, que j'ai suivi à Rimouski par un vieux chanoine qui était très érudit, qui était très intéressant. Et disons, c'était un cours passionnant que tout le monde suivait. À côté des autres cours, quand on assistait à ça, il n'y avait pas d'exigence, disons, d'examen ou de trucs comme ça. Et c'était vraiment ce cours-là, moi, qui m'a introduit à l'histoire. Ça s'appelait le chanoine Fortin. C'est un monsieur qui est mort depuis longtemps, mais qui était vraiment un homme à l'époque qui a une grande érudition. Et disons, ça, c'était un cours marquant dans ma vie d'étudiant. C'est à peu près un des seuls dont je me souviens parfaitement à cette époque-là, parce que c'est un des seuls que j'avais beaucoup aimé à l'école, dans le cours, la partie littéraire du cours classique. Puis à quoi pensiez-vous que le cours classique allait vous servir? Le cours classique, comme on le faisait quand on était fils d'avocat à cette époque-là, le cours classique, c'était quelque chose, on y allait sans l'avoir vraiment désiré. Pendant toute cette période-là, moi, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. J'avais pensé, disons, j'ai commencé à y penser peut-être en rhétorique, j'avais pensé à faire de la biologie, j'avais pensé à faire peut-être des mathématiques. Bon, c'est 2 choses un peu différentes. Et donc, quand je suis arrivé en philosophie, j'avais 2 idées. J'avais un peu l'idée de la biologie, l'idée des mathématiques. Mais par ailleurs, c'est une autre expérience, je pense, qui est importante de mentionner.
pour montrer quel type de sociologie j'ai fait ensuite, même si à ce moment-là, je n'y pensais pas du tout. J'ai eu très jeune l'expérience de, disons, de l'autorité non expliquée, soit dans la famille, ou disons, soit dans le collège classique, soit dans le village où j'étais, où il y a eu un certain nombre d'événements. J'ai été frappé dans mon adolescence par des phénomènes d'autorité qui n'étaient pas expliqués. Des gens qui imposaient un certain nombre d'autorités et de valeurs sans les expliquer ou sans que les gens, ou enfin moi à cette époque-là, puissent participer à cette définition-là. Et je pense que cette expérience-là m'a beaucoup frappé par la suite et peut-être m'a conduit en partie à faire de la sociologie, disons, d'autogestion, de participation, des choses comme ça, souvent. Ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, surtout au niveau de l'adolescence, que ce soit dans la famille ou au collège classique ou bien, disons, dans la paroisse, j'avais l'impression que beaucoup de gens qui étaient détenteurs d'autorité décidaient d'emblée qu'un certain nombre de choses devaient être faites et puis que c'était jamais expliqué pourquoi et puis que les gens n'avaient rien à dire là-dessus. Une fois que c'était décidé, il fallait le faire. J'ai ressenti ça peut-être davantage encore au collège classique, disons, qu'ailleurs. C'est là peut-être que je l'ai senti le plus. On était dans des collèges où il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Quand tu étais pensionnaire, par exemple, et il n'y avait rien qui expliquait ça. Et disons, c'est peut-être là que j'ai pris le goût disons, de la liberté ou de l'anarchie. Ouais. Donc, vous passez plusieurs années à faire un cours classique, puis après vient la décision de quel métier faire. Alors, comment est-ce que ça se présentait pour vous à ce moment-là? Quand j'ai terminé mon cours classique, j'avais 18 ans, c'était assez jeune pour l'époque, j'ai décidé peut-être de temporiser un peu et je suis entré dans une faculté qui n'impliquait pas carrière. Je suis entré dans une faculté qui s'appelait la faculté de philosophie. Je suis entré à la faculté de philosophie parce que j'avais découvert, durant les 2 dernières années de mon cours classique, l'intérêt d'un certain nombre de questions philosophiques dont je m'étais passionné un peu pour cette discipline-là. Non pas pour son aspect dogmatique. Disons que j'avais peut-être eu un très bon professeur de philosophie. C'est quelqu'un qui est assez connu aujourd'hui, c'est Louis O'Neill, qui maintenant est un politicien, mais qui à l'époque commençait justement, enseignait pour la première fois la philosophie. C'était sa première année d'enseignement. C'est un homme qui nous a ouvert à toute une série de problèmes sociaux ou de problèmes de connaissance. Donc j'avais envie de continuer là-dedans. J'avais envie de continuer là-dedans en particulier pour voir jusqu'où on pouvait aller, disons, avec la connaissance rationnelle. Donc, faire plutôt de l'épistémologie, dans la partie en philosophie. Donc, je suis allé en philosophie pour ça. Je me suis inscrit là tout de suite après mon cours classique, en 1953. Et là, après une année de philosophie, je me suis aperçu que ça restait peut-être un peu trop abstrait. Et là, ben, j'ai entendu parler de la faculté des sciences sociales, et puis j'ai décidé de m'inscrire à la fois en philosophie et en sciences sociales. Donc, de terminer un diplôme en philosophie, tout en commençant mes études de sciences sociales. Dès la 2e année, j'ai fait ces 2 choses-là en même temps. Vous étiez à Laval? À Laval, à l'Université Laval. Donc, la science sociale à cette époque-là, les 2 premières années, c'était quelque chose de très général. Bon, on apprenait un peu de tout, de l'économie, de la science politique, de la sociologie. Et même à cette époque, je pense que le département de sociologie n'était pas distinct des autres, était fusionné. La science politique et la sociologie étaient ensemble. Donc, c'est pendant 3 ans, j'ai fait et de la philosophie et des sciences sociales. Et j'ai fait une thèse à ce moment-là, un mémoire, disons, de licence, c'est de licence, à cette époque-là, en philosophie, qui a un peu, disons, été... je vais vous exprimer ça dans le langage de l'époque, je vais essayer d'expliquer ce que c'était. Le titre de mon mémoire, c'était « La connaissance du singulier est-elle une perfection pour l'intelligence spéculative ?» Ça a l'air du jargon. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que est-ce qu'il est possible de connaître les cas individuels? Disons, est-ce qu'il est possible de connaître avec la rationalité ou avec la raison les cas individuels? Et j'ai l'impression que beaucoup de choses que j'ai faites par la suite dans ma carrière étaient toujours essayer de répondre un peu à cette question-là que j'avais traitée dans mon mémoire de licence en philosophie. Et donc, ce mémoire de licence-là m'a amené à aller un peu plus loin dans le domaine de l'épistémologie. Et là, en 1956, une fois que j'ai terminé ça, et puis j'avais fini mes 2 premières années de sciences sociales, là, j'étais un peu devant une sorte de choix à faire. Je suis parti 1 an, et ça, c'était peut-être un autre aspect de ma carrière qui va être assez important. C'est l'engagement dans des mouvements sociaux. Et là, j'ai eu peut-être mon premier engagement assez fort dans les mouvements sociaux, parce que j'ai été élu à cette époque-là président de, ça s'appelait la Fédération nationale des étudiants universitaires canadiens. C'était pour tout le Canada, et c'était un poste à plein temps. J'étais obligé de quitter l'université pour ça. Donc, j'ai dû quitter pendant 1 an, faire une coupure, où je suis allé à Ottawa m'occuper de cette fédération-là.
qu'est-ce qu'on faisait à la Fédération? La Fédération, on s'occupait, disons, soi-disant, des intérêts des étudiants à l'intérieur du Canada face au gouvernement provinciaux, au gouvernement fédéral. On s'occupait aussi de la représentation internationale du mouvement étudiant. Il faut dire qu'à cette époque, le mouvement étudiant était très bien organisé. C'était un mouvement qui avait des fonds et qui était organisé de façon très sérieuse, presque comme un syndicat, même s'il n'y en avait pas toujours les caractéristiques. Et c'est aussi l'époque où les étudiants se sont... pas révoltés, mais disons, sont opposés à Duplessis, que c'était assez célèbre à cette époque-là, et j'ai été mêlé un peu à ce mouvement-là aussi, du côté du Québec. Donc, à un moment, j'étais président des étudiants canadiens. Je m'occupais aussi un peu du mouvement des étudiants contre Duplessis à l'époque. Donc, c'était une sorte d'engagement dans les mouvements sociaux, parallèle à mon engagement intellectuel. C'était mon premier engagement assez important. Sur quoi le mouvement étudiant s'opposait-il à M. Duplessis? C'était à l'époque où il y avait une querelle à propos des octrois aux universités. Duplessis voulait, disons, donner de façon discrétionnaire, décider chaque université quelle sorte d'octroi ils auraient et selon que les recteurs lui plairaient plus ou moins bien. Et face à ça, nous, on défendait une politique, disons, plus standardisée ou plus rationnelle. On demandait qu'il y ait des plans. Parce qu'à cette époque-là, Duplessis s'opposait au fédéral, disait le fédéral ne doit pas intervenir dans l'éducation. Nous, on lui disait d'accord. Si vous ne voulez pas que le fédéral intervienne, on est d'accord, mais à ce moment-là, établissez une planification des octrois aux universités, que ça ne soit pas discrétionnaire, qu'ils ne soient pas obligés de refuser ou d'accepter des professeurs. Et on voulait aussi obtenir la gratuité scolaire pour les étudiants. Donc, on se battait sur ces deux aspects-là, le mouvement étudiant québécois. Et j'étais donc intimement mêlé à ça. Et ça m'a amené donc à remettre en question à ce moment-là. En 1956, j'ai beaucoup hésité à savoir si j'allais poursuivre mes études en sciences sociales, en sciences politiques, en sociologie ou en économique. À cette époque, l'économique et la science politique paraissaient plus liées à mon expérience personnelle. Ça paraissait plus apte à donner, disons, une carrière plus précise que la sociologie. À ce moment-là, lorsqu'on parlait de sociologie, on disait à des gens qu'on était en sociologie, les gens se demandaient beaucoup ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais ce qui m'a finalement décidé, c'est que sont arrivés à cette époque-là au département de sociologie où il y avait déjà deux professeurs, disons Jean-Charles Falardeau et Guy Rocher. Sont arrivés une équipe de jeunes qui venaient d'être formés. Et les jeunes de cette époque-là, c'était Gérald Fortin, Fernand Dumont et Yves Martin. Et le fait que ces jeunes-là, qui semblaient avoir des choses assez nouvelles à dire, arrivent au département de sociologie, m'ont incité donc à m'y inscrire en 1957 pour aller y faire ma maîtrise. Alors, qu'est-ce que vous entendiez de la part de cette équipe de jeunes qui arrivaient au département de sociologie? J'attendais, disons, une connaissance assez précise, disons, du point de vue méthodologie, du point de vue de la théorie. Disons, je pensais que ces gens-là allaient donner à la sociologie un caractère, disons, plus scientifique que ce qu'elle avait lu auparavant. Elle allait lui donner la caractéristique d'une science un peu rigoureuse. Autant, au moins, que l'économique, la science politique n'était pas vraiment tellement rigoureuse. C'est un peu pour ça que j'ai décidé d'aller là. J'ai dit, comme cette science-là semble être devenue rigoureuse, il y a des bons professeurs qui ont des choses intéressantes à dire. Je vais plutôt aller de ce côté-là, même en prenant le risque que ça me conduise, sans savoir très bien quelle sorte de carrière ça pourrait me permettre de faire, puisqu'on était en 58, au moment où il n'y avait personne d'engagé par les gouvernements dans le domaine des sciences sociales. La seule carrière possible, c'était l'enseignement à ce moment-là. Et il n'y en avait pas tellement, il n'y a pas tellement de postes ouverts pour le nombre d'étudiants. Il faut dire qu'aussi, les classes d'étudiants en sociologie n'étaient pas nombreuses. Dans ma classe, on était, je pense, 6. La classe suivante, puisqu'il y avait toujours 2 années là, au niveau de la maîtrise, la classe suivante, ils étaient 8 ou 9. Donc, c'était des très petits groupes à cette époque-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis entré là en 1957. Et là, en même temps, j'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre d'expériences de recherche. Disons, là, j'ai passé de 57 à 60 à l'Université Laval en sociologie pour compléter ma maîtrise. Ça m'a pris 3 ans parce que j'ai eu un certain nombre d'expériences de recherche. J'ai eu là mes premières expériences de recherche. Et là, je tiens à mentionner un nom, ce qui va paraître assez bizarre parce que c'est quelqu'un qu'on n'est pas habitué en général à associer à la sociologie. C'est la personne qui m'a montré vraiment à faire de la recherche en sociologie. Et je pense que je lui dois énormément. Cette personne-là, c'est aujourd'hui un sénateur. C'est le sénateur Arthur Tremblay. Le sénateur Arthur Tremblay, qui à cette époque-là était professeur à l'école de pédagogie de l'Université Laval et qui avait un certain nombre de fonds de recherche, qui m'avait engagé pour une première fois pour faire une recherche sur les manuels scolaires. On faisait une étude comparée des manuels scolaires anglais et français au Canada. Et on faisait ça avec des schémas théoriques pour essayer de voir quels étaient le schéma de raisonnement qui était derrière ces manuels-là. Comment c'était construit, quels étaient les types d'explications qu'on donnait, quelles étaient les qualités qu'on attribuait aux divers héros, quels étaient les différents groupes sociaux et ethniques représentés. C'était une sorte d'analyse de contenu et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant.
Et Arthur Tremblay a permis de faire deux choses. D'une part, nous a fait connaître à ce moment-là l'œuvre de Piaget, qui, à mon avis, est peut-être le plus grand génie du siècle dans les sciences humaines. Et dont ensuite je me suis beaucoup servi, qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a fait connaître donc l'œuvre de Piaget. Et m'a fait connaître aussi une façon de concevoir une équipe de recherche de façon très démocratique, sans donner d'ordre, en n'insistant pas trop sur l'autorité, puis en essayant justement de fabriquer une équipe qui serait plus ou moins autogérée ou qui ferait elle-même, en intervenant toujours au bon moment, mais jamais de façon autoritaire. Donc je pense que c'est un bonhomme qui m'a montré à la fois un contenu de recherche et une méthode de procéder à la recherche. Donc, tu es associé à d'autres étudiants aussi? On était trois à travailler avec lui la première année. On a fait une autre recherche ensuite avec lui qui portait sur la persévérance scolaire au Québec, c'est-à-dire pourquoi les étudiants québécois n'allaient pas aussi loin que les étudiants ontariens, disons, dans leurs études, pourquoi ils arrêtaient au primaire au lieu du secondaire. Et encore là, les mêmes qualités se sont exprimées et ça m'a beaucoup aidé à apprendre à devenir un chercheur dans les sciences humaines. Alors ça, c'était, disons, des expériences de recherche qu'on faisait durant l'été. Et là, il y a eu le problème, il a fallu que je me trouve un sujet de thèse de maîtrise en socio, puisqu'il fallait aussi faire une thèse de maîtrise dans le domaine de la sociologie. Et là, j'ai eu le goût, tout d'un coup, de faire quelque chose qui était peut-être éloigné de mes intérêts principaux, mais pour acquérir une sorte de rigueur méthodologique. J'ai eu l'occasion, parce qu'à cette époque-là, les projets de recherche étaient souvent liés à des emplois qu'on pouvait avoir. Donc, j'avais besoin de me faire financer pendant un an, de vivre pendant un an à la fin de mes études. On m'a offert de travailler pour ce qui s'appelait la Commission d'études du logement à Québec. Et dans ça, il y avait une section c'était l'étude démographique et écologique de la ville de Québec. Pour essayer d'arriver à voir s'il y avait des zones sociales dans la ville de Québec, quelles étaient les zones sociales, est-ce qu'il y avait des zones, et comment elles étaient caractérisées en termes d'occupation, d'âge des gens, en termes de statut socio-économique. Et on m'a demandé, moi, de faire un travail sur l'évolution de la population de Québec et sur la façon dont elle était distribuée en différentes zones sociales. Et ça faisait appel à toutes sortes de techniques très précises, techniques mathématiques, des techniques, disons, de manipulation de chiffres. Et je me suis donné cette discipline-là, même si ce n'était pas un secteur qui m'intéressait particulièrement, disons, d'un point de vue théorique. Et je me suis mis pendant un an à travailler là-dessus, à fabriquer des cartes, à fabriquer des statistiques pour arriver finalement à faire un mémoire de maîtrise qui était justement les zones sociales de la ville de Québec, qui m'a donc été tout à fait un autre aspect, disons. Alors, c'était deux sortes d'initiation à la recherche que j'ai eues à travers ces deux projets d'Arthur Tremblay et l'autre qui était dirigé par Yves Martin. Donc, c'est-à-dire à la fin au milieu des années 60, juste au moment où le Parti libéral vient au pouvoir, la Révolution tranquille commence, moi, je viens de terminer mon cours de maîtrise en sociologie. Et là, je décide que j'ai envie d'aller étudier à l'extérieur pour faire un doctorat et pour voir s'il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Alors, où êtes-vous allé? Là, je suis allé à Paris. J'ai obtenu une bourse à cette époque-là. C'était, je pense, le Conseil des arts du Canada qui venait d'être fondé. Donc, j'ai obtenu une bourse du Conseil des arts du Canada qui me permettait d'aller faire des études à Paris. Et là, je voulais aller faire quelque chose d'un peu spécial, qui n'était pas lié, disons, précisément à mes projets antérieurs. C'était plutôt lié à mon aspect d'engagement social. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'essayer de voir, je me posais le problème déjà du socialisme, disons, démocratique, ou du socialisme autogestionnaire. J'avais vu au Québec comment les mouvements sociaux pouvaient fonctionner. J'avais travaillé dedans. Je m'étais engagé un peu dans les partis, disons, socialistes. À cette époque-là, ça s'appelait le PSD, avec Michel Chartrand. J'avais été membre de ça. J'avais même un peu participé à ça. Et là, je me suis dit, en 60, il y avait toute une série de nouveaux États qui étaient en train de se fonder en Afrique. C'était l'ère des indépendances africaines. Et moi, j'avais l'idée d'aller voir comment un nouvel État, ça se fondait et comment ça s'organisait. Et il y en avait un ou deux qui prétendaient devenir des États socialistes, des États où il y aurait de la planification, où il y aurait une participation du peuple ou des masses à travers les syndicats et les coopératives. Et moi, j'avais derrière la tête l'idée d'aller faire une étude sur le terrain d'un de ces pays-là. J'hésitais j'avais pensé à la Guinée, de Sékou Touré, ou au Sénégal de Senghor. Vous êtes allé? Je suis allé, mais c'était assez difficile. J'ai commencé par me rendre à Paris. Et là, la première année à Paris, je suis allé voir toute une série de profs. J'avais envie d'entendre des choses, de voir des choses différentes. Alors, je me suis inscrit comme auditeur libre à beaucoup de cours. J'ai été suivre des cours avec Lévi-Strauss en anthropologie, avec Balandier sur l'Afrique. J'ai été suivre des cours sur la coopération avec Henri Desroches, Albert Meister. J'ai suivi des cours même d'art ou des choses, ou de philosophie. Alors, je me promenais un peu, mais en même temps, je m'étais inscrit à un certificat d'initiation à la recherche africaine. C'était un cours qui
essayait de montrer les diverses dimensions des phénomènes disons, en Afrique du point de vue sociologique et anthropologique. Et pendant les 2 premières années, j'ai travaillé donc sur la théorie ethnologique et sociologique et aussi sur le terrain d'Afrique en me préparant toujours à aller faire ce fameux terrain-là. Et finalement, la 3e année, j'ai eu la possibilité, c'est-à-dire que je l'ai faite moi-même puisque je suis parti là-bas avec à peu près 3 000 $ en poche pour une année et puis avec une petite chambre où je suis resté pendant 8 mois, où il n'y avait pas beaucoup disons, de facilités matérielles, mais j'avais décidé que j'irais faire ça. Alors je suis parti sur le terrain au Sénégal pour étudier l'évolution ou la transformation de cette société-là avec l'indépendance et une forme de socialisme. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert un certain nombre de choses, mais j'ai surtout assisté, si on peut dire, à l'échec de cette expérience-là, parce que juste au moment où j'y étais, il y a eu un coup d'État où, disons, les tenants du socialisme autogestionnaire ou participationniste ont été renversés par les gens qui n'en étaient pas tellement convaincus. Alors, ce que j'ai observé, au fond, c'est la désagrégation de cette politique. Alors, j'ai pu voir comment l'idéologie la plus belle se confrontait toujours à un certain nombre de problèmes de classe sociale. Et c'est un peu là que j'ai découvert, si on peut dire sur le terrain, le marxisme, ou du moins une sorte, où j'ai pris un certain nombre d'idées d'inspiration marxiste, mais à partir de mon expérience de terrain, qui était en fait une expérience qui devait conduire aussi à ma thèse de doctorat, parce que cette expérience de terrain, l'idée c'était de faire une thèse sur le Sénégal. Je l'ai donc faite, cette thèse, mais je l'ai faite en montrant, au lieu d'arriver à observer quelque chose d'un peu idyllique, parce qu'à ce moment-là, je m'imaginais, moi, qu'on pouvait assez facilement créer une société nouvelle, socialiste, décentralisée à partir de rien lorsqu'on crée un État indépendant. J'ai bien vu que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait des intérêts divergents et à l'intérieur et qu'il y avait des intérêts divergents à l'extérieur. Alors, c'est un peu ça que j'ai montré dans ma thèse, qui s'est appelée Association économique moderne et socialisme africain, l'expérience sénégalaise. Qu'est-ce que les Africains essayaient de faire? Ce qu'ils essayaient de faire, ce qu'ils disaient essayer de faire, ils disaient qu'eux, ils voulaient dans ce pays-là faire un socialisme particulier. Ils disaient, on a vu les socialismes autoritaires tels qu'ils existent en Union soviétique, on a vu le capitalisme. Nous, on a une société communautaire. Elle est basée, c'est une société qui n'a pas été corrompue par le capitalisme, elle est basée sur les communautés familiales, les communautés villageoises, les groupes d'âge. Et à partir de là, on peut constituer un socialisme qui serait un peu spécial, qui serait donc à la fois communautaire et participationniste. Et dans ce socialisme-là, les syndicats en ville et les coopératives en campagne auraient énormément à dire dans la définition du plan, parce que c'était aussi des sociétés qui voulaient établir des plans de développement économique et social, qui en établissaient. Et dans l'élaboration du plan, ils croyaient théoriquement que les gens pourraient avoir des choses à dire importantes là-dedans. C'était l'idéologie qui était présentée par les leaders. Alors moi, je suis allé voir non pas ce que les leaders disaient, mais sur le terrain, dans les villages, en étudiant les syndicats, en me promenant dans les villages des différentes régions, jusqu'à quel point c'était vrai ou pas. Et pour essayer de voir le décalage. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un grand décalage entre les idéologies et les réalités. En fait, ça m'a inspiré ensuite dans un certain nombre de travaux que j'ai faits sur le décalage entre les idéologies et les réalités, que ce que les leaders disaient, c'était pas toujours ce qu'ils faisaient en réalité sur le terrain. Alors revenons au pays après vos études, votre séjour en Afrique. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Là, ce que j'ai fait, j'ai obtenu un poste. On m'avait offert 2 postes, un en sociologie à Laval, je pense, à l'époque, et un autre en anthropologie à l'Université de Montréal. À ce moment-là, ils se créaient un département d'anthropologie où il y avait surtout des étrangers. Et comme moi, j'avais étudié en Afrique, ils m'ont demandé de pouvoir venir assurer un enseignement sur l'Afrique dans ce département-là. Et là, il y a peut-être eu un certain malentendu. Disons, moi, à l'époque, j'avais envie de changer. Je ne connaissais pas Montréal, je connaissais assez bien Laval. Et plutôt que opérer une continuité, c'est peut-être mon aspect un peu anarchiste, et je vais essayer d'aller voir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être eu un malentendu, c'est parce que les gens du département d'anthropologie de Montréal concevaient plutôt l'anthropologie au sens américain du terme, dans lequel il y avait de l'anthropologie physique, de l'archéologie, de la linguistique et de l'ethnologie. Alors que moi, j'avais une approche beaucoup plus sociologique, même si j'étudiais des pays, disons, en voie de développement ou autres. Je les étudiais comme des pays ordinaires et non pas comme des pays exotiques où lesquels on va trouver des expériences. Et ceci m'a pas beaucoup aidé dans le département d'anthropologie de l'Université de Montréal où on me disait toujours toi, tu es un sociologue. Et ça avait un sens péjoratif. J'ai réussi à y faire ma niche, disons, pendant 6 ans.
à faire des recherches qui m'intéressaient, mais je me suis senti toujours un peu suspect par rapport à un certain nombre de gens qui dirigeaient le département. Ce qui fait que je n'y ai passé que 6 ans, en fait, et qu'après, j'ai été amené à changer et à m'en aller au département, à revenir vraiment à ma ligne principale, à la sociologie, et m'en aller au département de sociologie de l'Université de Montréal en 70. Ce qui ne veut pas dire que pendant les années 63 à 69, j'ai quand même fait des choses au département de sociologie. Je me demandais, vous avez quand même passé 6 années. Oui. J'ai fait des choses, je dirais que j'ai fait 2 types de choses. La principale chose que j'ai faite, c'est la continuation de ma fameuse idée qu'il doit y avoir des sociétés, je ne pensais pas tellement à la nôtre là, parce qu'on n'était pas indépendant, on ne pensait pas trop à l'indépendant, mais il y a des sociétés nouvelles qui ont la possibilité de recréer un nouveau type de société et qui veulent créer une société de type participationniste, autogestionnaire. Alors, j'avais fait le Sénégal, et là, avec mes étudiants, je suis allé voir Cuba. On a fait du terrain à Cuba pendant 2 étés complets avec des étudiants pour essayer d'étudier le même phénomène, parce qu'à cette époque-là, Cuba voulait instaurer un nouveau type de socialisme, aussi basé sur la participation paysanne. On est allé donc étudier les campagnes cubaines. J'ai aussi étudié, ça c'était après le Sénégal. Ensuite, il est arrivé en Tunisie, un autre phénomène. À un moment donné, il y a eu un leader en Tunisie qui s'appelait Ben Salah, qui a décidé de coopérativiser complètement la société tunisienne, à tous les niveaux. Et c'était un homme très important au point de vue pouvoir, et il avait décidé donc que ça deviendrait presque une société coopérative, ce qu'on n'avait jamais vu nulle part dans le monde jusqu'à maintenant. Et nous, on a eu la possibilité d'aller observer ça. Alors, on a formé une équipe pour aller voir ça, parce qu'on dit, voilà, c'est encore un cas de société indépendante qui veut se coopérativiser, qui veut se baser sur la participation. Mais encore là, manque de peau. Ça nous a pris 1 an à préparer le projet. Au moment où on est arrivé sur le terrain, encore coup d'État, le bonhomme qui avait voulu instaurer la société coopérative est renversé, est mis en prison, et on fait une marche arrière. Alors, c'est la coopération ou le coopératisme autoritaire un peu, non? Oui, bien, ce qu'on a étudié, encore là, on était rendu sur le terrain et on ne pouvait pas revenir, tout était organisé pour 1 an. On a donc étudié non pas la coopérativisation de la société, mais sa décoopérativisation. Ouais. C'est moins intéressant du point de vue idéologique et politique, mais c'est très intéressant du point de vue théorique ou du point de vue sociologique. Parce que là, on voit vraiment les forces sociales ou les conflits où les classes sociales se battent autour d'un projet et comment un projet, le plus noble soit-il, aussitôt qu'il déplace un certain nombre d'intérêts, ben, suscite des résistances et que donc c'est pas si facile que ça d'instaurer un socialisme autogestionnaire ou un socialisme décentralisé dans un pays nouveau. Et encore là, ça m'a amené à refaire sur le terrain l'expérience des classes sociales, l'expérience des conflits et à me, disons, confirmer dans un certain nombre de concepts ou d'analyses marxistes que j'avais commencé à faire à partir du Sénégal. Disons que cette période-là, qui a touché surtout les pays en voie de développement, disons de 60 à 70, était une période pour moi d'inspiration marxiste, mais pas d'inspiration marxiste dogmatique. En fait, je pense que mon expérience du début de ma vie, là, un peu anarchiste, un peu libertaire, m'a toujours prémuni contre les abus du marxisme que certains de mes collègues, disons, dans lesquels certains de mes collègues sont parfois tombant du dogmatisme religieux dans le dogmatisme marxiste. Moi, à cause de ça, j'ai toujours eu peur du dogmatisme et je pense que j'ai réussi à ne jamais l'être tout à fait. Surtout en faisant beaucoup de terrain aussi, ça empêche de devenir trop dogmatique. Donc j'étais marxiste pendant cette époque-là et ça a produit, donc, disons, un livre qui s'appelle Coopérative ou autogestion, Sénégal, Tunisie, Cuba, qui a été publié seulement en 1976, mais disons qui, au fond, résume cette expérience-là dans les pays en voie de développement et théorie. C'est un gros volume de 500 pages et qui a été terminé, disons, vers 72, mais qui a été publié en 1976. Celui-là est un peu la somme de cette expérience-là de ma période marxiste, enfin, de la liste des classes sociales. Bon, avant de passer à un autre point, peut-être j'aimerais que vous demandiez de qualifier ce marxisme qui est le vôtre. C'est-à-dire, je dirais qu'aujourd'hui, je l'ai un peu abandonné, disons, qui était le mien. Ce marxisme-là, c'était un marxisme qui était basé sur, qui consistait à dire, il existe toujours dans les sociétés un décalage entre les idéologies et la réalité. Disons, ce que j'ai retenu du marxisme, c'est pas la construction théorique de Marx pour le 19e siècle qui valait à cette époque et qui ne vaut pas. C'est le décalage entre le dit et le fait, donc entre l'idéologie et la réalité. L'idéologie comme fausse conscience, et aussi l'importance des conflits de classe autour des idéologies. Et je l'ai retenu surtout, les conflits de classe, bon, peu importe le nom que ces classes le portent, dans le cas de Marx, c'était le prolétariat et la bourgeoisie,
Dans d'autres types de sociétés, c'est d'autres classes. Et on verra peut-être plus tard comment, même dans les sociétés post-industrielles, il y a des conflits comme ça, mais ce n'est pas les mêmes classes. Donc, je peux dire qu'encore aujourd'hui, je m'inspire d'un certain nombre des concepts du marxisme, mais je ne m'inspire pas du contenu dogmatique que lui ont donné un certain nombre d'auteurs comme Poulanzas, Althusser et un certain nombre de chercheurs québécois. Mais je voudrais pas oublier une chose, là, parce que je vais apparaître là, comme un type essentiellement du tiers-monde, là, mais c'était une partie de mon affaire, mais parce que dans un département d'anthropologie, en principe, on devait étudier plutôt l'extérieur. Mais pendant toute cette époque-là, on est de 63 à 70, je suis aussi embarqué dans l'expérience. J'ai aussi fait des études au Québec et qui sont nées de l'expérience du BAQ. Et là, je pourrais peut-être glisser un peu un mot là-dessus. C'était toujours mon deuxième aspect. Le premier aspect, c'était un aspect plus théorique, puis le deuxième, c'était mon aspect engagement social. Je me sentais engagé dans la société. Bon, soit je veux que vous me parliez de ça, mais j'aimerais vous poser une question sur ce rapport-là. Donc, vous étiez un homme qui, pendant plusieurs années, est tourné vers l'extérieur, qui observe d'autres sociétés, mais qui est quand même présent physiquement au Québec, où il se passe un bon nombre de transformations dans ces mêmes années. Oui. Donc, comment est-ce que ce regard tourné vers l'extérieur s'est reporté sur la société québécoise? Ce qui est assez bizarre, c'est que je me suis aperçu par la suite que toutes les questions que j'allais poser dans les pays étrangers, au fond, c'était des questions que je posais à ma propre société. Je n'avais pas l'impression que ma propre société était mûre pour y répondre. Il n'y avait pas les mouvements nécessaires pour y répondre. Alors j'allais voir un peu à l'extérieur comment ça se passait en me disant toujours peut-être ça pourra servir pour le Québec. Parce qu'à cette époque-là, j'ai aussi été impliqué, donc, comme beaucoup de sociologues, ou comme presque tous les sociologues de cette époque-là, dans l'expérience du BAQ de 63 à... J'ai été impliqué d'autant plus volontiers que ça se passait dans ma région ou chez moi, que le BAQ était situé à Montjoly, ma ville natale, où j'avais continué à retourner chaque année, et avait pour objet le bas du fleuve, qui est une région que je connais très bien parce que j'ai voyagé sur le Pouce, j'y ai travaillé avec du dépistage de la tuberculose. Donc, comme c'était dans ma région, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se faisait là. Et j'ai été appelé à faire une recherche, dans le cadre des opérations du BAQ, une recherche particulière sur la régionalisation scolaire. Cette époque-là, le BAQ, c'était des gens qui allaient fabriquer un plan de développement pour la région de l'Est du Québec. Mais en même temps que fabriquer un plan de développement, le ministère de l'Éducation était en train, lui, d'en réaliser un. C'est-à-dire, il était en train de centraliser les écoles de rang et de créer des régionales scolaires et de créer, qui donneraient lieu ensuite à des écoles polyvalentes. Et donc, je suis allé étudier avec une équipe, j'avais 6 chercheurs. Pendant toute une année, on a étudié le processus, comment... Parce que les gens s'opposaient. Il y a beaucoup de gens qui s'opposaient à ça, la régionalisation scolaire. D'une part, il y avait des gens qui étaient contre la régionalisation. Par ailleurs, il y en avait d'autres qui voulaient que la régionalisation amène des écoles dans leur ville. Alors, il y avait souvent 3 ou 4 villes qui se battaient pour avoir l'école secondaire ou avoir la régionale scolaire. Alors, autour de ce problème-là, de ce plan-là, on a pu observer toute une série encore de conflits, de groupes ou même de classes autour de ce phénomène de la régionalisation. C'est ça que j'ai essayé d'étudier dans le cadre des travaux du BAQ, d'une part. Et par ailleurs, ça, je n'y étais pas du tout obligé, mais ça m'intéressait beaucoup. Je me suis mis à suivre de très près l'expérience d'animation dans le cadre du BAQ, parce qu'il y avait 2 sortes de gens au BAQ. Il y avait les planificateurs, si on peut dire, ou les sociologues qui fabriquaient un plan, et il y avait des animateurs qui, eux, devaient en principe demander aux gens s'ils étaient d'accord avec le plan que les autres fabriquaient, puis devaient aussi, plutôt en pratique, faire passer le plan des sociologues dans l'esprit des gens. Et moi, j'ai essayé de suivre le travail des animateurs. J'allais avec eux dans les villages, j'allais voir ce qui se passait. C'était à titre gratuit parce que ça m'intéressait beaucoup, cet aspect-là, parce que j'avais vu ça au Sénégal et je voulais continuer à analyser ça. Donc, j'ai suivi donc de très près cette expérience-là, mais sans en être un employé permanent ou sans être lié à l'idéologie, disons, de la boîte. Vous étiez agent libre, donc... Un peu, oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré de ces observations que vous avez faites? Ce que j'en ai tiré... J'ai bien vu qu'encore là, c'est toujours, dans des cas comme ça, c'est toujours le technocrate qui l'emporte sur la population. Dans le cas des autres pays, c'était beaucoup plus grave, parce que c'était à la suite de coups d'État et puis qui mettaient des gens en prison dans les pays que j'avais étudiés. Dans le cas du BAQ, c'était plutôt une question de temps. C'est comme on s'est dit, il y avait des gens qui devaient fabriquer un plan, un gros livre, ou 10 gros livres, en 3 ans. Puis, à un moment donné, rendu vers la fin, ils ont dit là, on n'a plus le temps de consulter la population, il faut écrire nos livres, puis au diable ce que les gens pensent. Alors, il y a eu ce qui avait été créé comme un plan basé sur l'animation, pour des raisons de temps, et aussi un peu à cause de l'esprit du temps des sociologues. C'est transformé, l'animation a dépéri, et puis c'est la planification qui l'a emporté.
Et ce que je pense, moi, c'est que le BAQ, au fond, a donné naissance ensuite à la technocratie québécoise. Parce que là, beaucoup de gens qui ont travaillé au BAQ sont devenus ensuite les plus hauts fonctionnaires de l'État québécois. Ou sinon les plus hauts, des fonctionnaires intermédiaires très importants. Et c'est là que s'est forgé la technocratie, une bonne partie de la technocratie de la Révolution tranquille et des périodes suivantes. C'est forgé ça, mais aussi, le BAQ a donné naissance aussi au mouvement de contestation qui a ensuite émigré en ville et disons, beaucoup d'animateurs du BAQ sont retournés en ville ensuite et ont aidé à créer des comités de citoyens. Par ailleurs, a permis à la population du bas du fleuve de posséder un certain nombre de concepts, disons, des gens des sciences sociales, que les animateurs leur ont expliqué parce que le langage des sciences sociales, ça paraît souvent hermétique. Mais quand on l'explique à des gens qui ont travaillé dans le domaine, ils peuvent finalement le posséder assez bien. Et je pense que c'est une grande opération pédagogique, le BAQ, même si les gens n'ont pas participé à la fabrication du plan. Ensuite, ça leur a donné des instruments pour résister à un certain nombre d'opérations que le gouvernement a voulu leur imposer par la suite. Et ils ont résisté à partir des opérations de dignité, à partir de création de toutes sortes de nouvelles entreprises. Et je pense qu'en ce sens-là, le BAQ, malgré qu'on le présente comme une opération technocratique, a été finalement très bénéfique parce qu'il a aidé une population à se définir face à un projet technocratique et ensuite à créer toute une série d'autres choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'Est du Québec, il y a peut-être beaucoup plus d'expériences significatives du point de vue de l'autogestion et de la résistance à la technocratie qu'ailleurs au Québec. Donc, il y a des retombées positives aussi. Je pense. Et c'est ces retombées positives-là que j'ai continué à essayer de suivre après, depuis ce temps-là, disons après que le BAQ, j'ai continué à travailler autant que possible, toutes les fois que je le pouvais dans l'Est du Québec, parce que j'y retournais à l'été. Et j'ai fait ensuite une étude aux Îles-de-la-Madeleine, à la même période, une étude sur planification et participation aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, j'ai fait une étude sur les différentes coopératives, comment, à la suite des travaux du BAQ, les gens des Îles-de-la-Madeleine essayaient de reprendre en main la planification de leur territoire, l'organisation de leur territoire. Et donc, je suis allé étudier ça aussi avec des étudiants, toujours dans ces années 63 à 66. Ce qui veut donc dire que j'étais peut-être à l'étranger en partie, mais j'étais aussi au Québec beaucoup. J'étais sur le terrain dans l'Est du Québec. J'étais sur le terrain aux îles de la Madeleine. Et aussi, et ça c'était particulièrement important, en même temps, j'ai participé à la revue Parti pris, qui était une revue centrale à cette époque-là. Oui. J'ai participé à la revue Parti pris un peu par un biais, parce que cette revue-là a été fondée par des gens quand même un peu plus jeunes que moi, qui avaient, disons, peut-être... C'était une revue d'une génération, c'est la revue Parti pris. Génération qui l'avait fondée en 63, au moment où j'étais pas là. C'est des gens qui avaient, disons, à peu près 5 ans de moins que moi en général. Et... j'en ai rencontré dans le cadre de l'expérience du BAQ, Jean-Marc Piot en particulier, j'en ai rencontré ailleurs, et à un moment donné, ils m'ont demandé de me joindre à eux pour apporter, eux, c'était plus des philosophes et des littéraires, pour apporter un peu la dimension sociale ou sociologique dans cette revue-là. Ce qui fait que j'en suis devenu un collaborateur. La 3e année, la 4e année, j'en ai été un des directeurs, on était 3 directeurs. Et la 4e année, j'ai continué à être un des collaborateurs. Alors, j'ai été au fond 3 ans dans cette revue-là, pour apporter une sorte de dimension, disons, plutôt socialiste ou sociologique par rapport aux dimensions plus nationales ou laïcistes qui étaient représentées par d'autres gens de l'équipe. Moi, j'essayais d'apporter la dimension sociale et socialiste. Donc, c'était ça, mon expérience de mouvement social parallèle, d'engagement social parallèle à ce que je faisais dans le tiers-monde et au BAQ dans cette période. À Parti pris, ce que vous y faisiez, y avait-il un lien avec ce que vous avez appelé tout à l'heure l'émigration du courant d'animation en ville? J'ai l'impression, c'est que, bon, beaucoup de gens avaient été, surtout parmi les animateurs sociaux, avaient été très frustrés par l'expérience du BAQ parce qu'ils avaient eu l'impression d'être joués. On les avait fait venir là pour faire participer la population et à un moment donné, ils ont été plus ou moins mis au rencard et on a dit il faut faire le plan, puis alors ils sont partis. Et beaucoup de ces gens-là sont revenus à Montréal et là, on a eu la période des comités de citoyens. Il s'est créé dans toute une série de quartiers de Montréal des comités de citoyens, toute une série d'organismes qui ont voulu animer, disons, la population urbaine pour essayer de dégager à partir de là un projet social ou un projet socialiste. Et Parti pris se voulait un peu comme la conscience politique de ces gens-là, essayer d'être la conscience politique de ces gens-là, parce qu'autour de Parti pris, s'est créé un mouvement à un moment donné. Ça n'a pas très bien marché parce qu'il y a eu toutes sortes de querelles intestines là-dedans. Il y a eu les trotskistes, il y a eu le PSQ. Et je pense que la partie mouvement social de la revue Parti pris, et ce qui restera le moins, et ce qui a été le moins bien réussi, c'était surtout des intellectuels et qui se sont embarqués dans des querelles partisanes qui ont peut-être contribué à ce que la revue disparaisse. Mais ce projet-là
a été bien repris par d'autres gens qui n'avaient pas besoin peut-être de l'inspiration de Parti pris à l'époque. Bon, à ce compte-là, quels étaient les éléments du projet de société qui était mis en forme par Parti pris, peut-être avec plus ou moins de succès, vous dites, mais par les autres, par les gens qui étaient... C'est-à-dire, je pense qu'ils ont eu du succès au niveau de la culture ou de l'idéologie. Ils ont mis sur la carte une idéologie qui était à la fois nationale, laïque et socialiste, alors qu'auparavant, national, c'était quelque chose de différent, c'était en général pas à gauche. Parce que moi-même, c'est à cette époque-là que j'ai fait le virage. J'étais pas l'indépendance du Québec, moi, dans les années 60. Je croyais pas beaucoup à ça, même si j'admirais les gens de l'Algérie qui faisaient l'indépendance ou les gens du Sénégal. L'indépendance du Québec, pour moi, c'était quelque chose d'un peu utopiste. Et je voyais les gens qui défendaient ça. Je ne me ressentais aucune affinité avec Barbeau d'Allemagne, Raoul Roy. Mais en revenant au Québec et au cours de ces années, j'ai fait tranquillement le changement, surtout avec les gens de Parti pris. Le changement, disons, d'une sorte de socialisme pan-canadien à un socialisme qui serait québécois et, disons, indépendantiste. Et je pense que Parti pris a beaucoup contribué, pour des gens comme moi et pour beaucoup de gens, à mettre ensemble ces trois thèmes-là, laïcité, indépendance et socialisme. Donc, ils ont eu une grande influence au niveau culturel. Au niveau politique, ils n'en ont eu aucune, je pense. Ils ont contribué à former une série de groupuscules. Et aussitôt que ces groupuscules-là, disons, ont été remplacés par le Parti québécois. La naissance du Parti québécois, c'est 68, donc le mouvement Souveraineté Association, 68, le Parti québécois, là. Et Parti pris, la revue disparaît exactement au moment où le Parti québécois se fonde. Comme si il y avait un groupe politique qui avait pris l'idéologie en main et qu'à ce moment-là, la revue se sentait plus nécessaire ou était plus capable de continuer plus loin. C'est assez bizarre, mais donc, il y a eu une coïncidence, comme si elle avait épuisé. Elle avait mis dans le champ idéologique un certain nombre de choses, mais elle avait épuisé son mode d'action politique, et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle est tombée. Juste une chose de plus. Quel était l'esprit de revendication qui animait les groupes, comités de citoyens ou groupes en ville qui... Bon, là, je pense que c'est assez intéressant. C'est là que commence, au fond, la tradition marxiste québécoise. Une tradition marxiste basée d'abord sur des mouvements sociaux, parce que je pense que moi, la sociologie est toujours un peu liée à des mouvements sociaux. Si elle n'est pas liée à des mouvements sociaux, elle reste quelque chose en chambre ou elle périclite. On avait eu jusqu'à maintenant au Québec une sociologie que j'appellerais fonctionnaliste, une sociologie un peu naïve, une sociologie technocratique. Les gens du BAQ, au fond, ils croyaient, eux, qu'il y avait pour la transformation des sociétés une meilleure façon. Il y avait une seule façon. On pouvait, comme sociologue, trouver ce que c'était une société moderne, ce que c'était une société démocratique. On pouvait mettre ça sur papier. Puis ensuite, on pouvait aller montrer aux gens d'une région ce qu'on avait écrit sur nos papiers. Et seulement à leur montrer ça, on allait les convaincre de s'engager sur la voie de la Constitution. Les gens croyaient ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment l'esprit technocratique. Ils croyaient que, par la science, on pouvait répondre aux questions que pose une société et trouver la meilleure façon pour les gens de vivre, sans trop se préoccuper de ce qu'eux pensaient. Et ça a inspiré énormément de sociologues, enfin, la plupart de ceux qui ont fait le plan du BAQ. Mais à partir de là, comme les gens se sont mis à résister à ça, et à partir de l'expérience des animateurs, les gens se sont dit, c'est pas si simple que ça, les gens, d'une part, n'acceptent pas ces théories-là, et par ailleurs, semble-t-il, il y a des conflits aussi en société québécoise, c'est pas une société unanime, il y a des gens qui ont des intérêts d'un bord et des gens qui ont des intérêts de l'autre. Et les gens ont découvert ça de plus en plus dans les quartiers urbains de Montréal, où les gens sont beaucoup plus exploités que dans les régions périphériques, où souvent les gens sont des cultivateurs, les différences de classe sont beaucoup moins apparentes dans les régions périphériques que dans les régions comme Montréal. Et là, je pense qu'à force de travailler avec des assistés sociaux, des chômeurs, des syndiqués, les animateurs sociaux et les sociologues ont découvert, en particulier avec le syndicalisme, qu'il y avait des conflits de classe importants et se sont mis à adhérer à diverses formes de marxisme, parfois dogmatique, parfois moins dogmatique. Et c'était une deuxième période de la sociologie québécoise, qui est devenue une sociologie d'inspiration marxiste, qui ont été celles, disons, qui ont peut-être inspiré surtout la sociologie québécoise, en tout cas à Montréal, de 68 jusqu'à ces dernières années. Moi, je ne suis pas tellement embarqué dans ce bague-là, parce que, bon, pour les pays du tiers-monde, j'étais assez conscient que c'est la théorie marxiste qui pouvait expliquer mieux les phénomènes qui se passaient dans ces coins-là. Mais dans le cas de la société québécoise, je n'étais pas convaincu que
les théories importées de France ou les modèles importés du tiers-monde s'appliquaient parfaitement à la société québécoise parce que j'avais l'impression que c'était un peu différent. D'une part, c'était une société qui était beaucoup plus avancée économiquement, une société qui avait des caractéristiques post-industrielles, et une société, disons, qui était située en Amérique du Nord. Donc, je me suis mis à raffiner, disons, mes conceptions marxistes que j'avais appliquées aux autres pays, puis ça m'a amené à remettre en question les études que j'ai faites sur la sociologie québécoise, et le passage peut-être au département de sociologie, à remettre en question un peu mes concepts, ma façon de voir, et à me redéfinir comme un sociologue de la société québécoise, et à laisser tomber le tiers-monde pour des raisons que je peux vous expliquer si ça vous intéresse. Mais, Depuis 4 ou 5 ans, j'ai l'impression d'avoir trouvé dans la société québécoise une assiette pour ma vision du monde, disons, mon idéologie, puis une assiette aussi pour améliorer ma réflexion sur la théorie et la méthode sociologique. Je ne suis pas tout seul là-dedans, il y a des sociologues comme Marcel Rioux, ou comme Jean-Jacques Simard, ou comme Jacques Grandmaison d'un certain côté, qui travaillent aussi dans ce sens-là. Et on se demande s'il n'est pas en train de se créer un autre type de sociologie, une autre sorte d'école sociologique au Québec, qui serait beaucoup plus québécoise, peut-être, par définition, puisque lorsqu'on veut être près des mouvements sociaux d'une société, on est beaucoup plus près de cette société-là que si on veut simplement faire de la sociologie théorique, où on emprunte à des auteurs étrangers, comme la sociologie marxiste le fait par rapport à la France, ou comme la sociologie fonctionnaliste le fait par rapport aux États-Unis. Bon, je vous rattrape un peu. Alors, soit la sociologie du troisième type dont vous parlez peut apporter quelque chose au mouvement autogestionnaire, bon, mais qui est impliqué là-dedans concrètement? À qui pouvez-vous apporter quelque chose? Apporter. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Quand je dis apporter, évidemment, il y a des gens aujourd'hui qui disent la sociologie, c'est disparu, il faut devenir militant politique. Jean Ziegler dit, je pense que la sociologie est au bout du fusil, ou bien il faut devenir simplement des animateurs sociaux. Moi, je crois encore qu'il y a des gens qui doivent s'appeler des sociologues, qui doivent s'intéresser à comprendre ce qui se passe dans une société, qui doivent avoir assez de temps pour réfléchir là-dessus, qui ne sont pas pris dans les tâches quotidiennes d'organiser une entreprise ou un parti politique, mais qui peuvent se mettre un peu à côté, je ne dis pas au-dessus, là, mais se mettre à côté de ces mouvements-là, et je vais expliquer un peu ce que je dis par à côté, puis essayer de voir où ils vont et si ces mouvements-là convergent ou pas. J'ai cru pendant longtemps que l'action du sociologue, il y avait une sorte de dichotomie, et dans ma carrière, ça a souvent été dichotomique entre ce qu'on faisait comme sociologue et l'engagement politique. C'est pour ça que je me suis engagé dans des partis politiques. Et en même temps, je faisais mes travaux sociologiques, mais il n'y avait pas toujours de liaison. Je mettais des casquettes différentes. Quand je me présentais pour le NPD dans le comté de Rosemont, ben, j'étais obligé de défendre les politiques du NPD, même si c'était bien difficile à défendre à certaines époques. Ou bien quand j'étais dans le Rassemblement des citoyens de Montréal, j'étais obligé aussi de défendre. Et je me sentais un petit peu mal à l'aise parfois parce que j'étais obligé d'affirmer des choses qui avaient été décidées démocratiquement, que comme sociologue, je croyais pas trop. Parce que je ne pouvais pas les critiquer, mais c'était pas le temps de les critiquer en campagne électorale. Par ailleurs, quand je faisais de la sociologie, de temps en temps, j'avais l'impression que j'étais bien loin des mouvements sociaux, que ce que je faisais ne pouvait pas leur être très utile. Mais j'ai l'impression que maintenant, d'avoir trouvé une façon de résoudre un peu, on ne résout jamais une contradiction, mais disons d'améliorer, disons d'arriver à la préciser, en ne faisant plus de politique, disons, partisane, mais en travaillant dans une nouvelle revue, et c'est la revue Possible. C'est une revue que j'ai fondée avec d'autres sociologues, dont Marcel Rioux, Marcel Fournier, et des poètes comme Gilles Hainaut, Gaston Miron, Gérald Godin et Roland Giguère. C'est justement une revue qui a été fondée pour travailler au fond dans le sens de l'autogestion, mais lier l'autogestion à la libération du peuple québécois et aussi à la libération, disons, des travailleurs aussi. On a essayé de mettre ces trois idées-là ensemble derrière l'idée d'autogestion, mais aussi on a essayé de se désociologiser, puisqu'on a fait appel autant à des poètes qu'à des sociologues pour montrer qu'au fond, la sociologie, elle ne se fait pas seulement dans des universités ou dans des cours de sociologie, mais elle se fait aussi par des poètes et des travailleurs. Donc, j'ai l'impression d'avoir trouvé une façon d'engagement social avec une revue qui est plus liée aux travaux sociologiques que je fais. Et cette revue-là, on a essayé aussi d'en faire une sorte de... C'est pas une revue scientifique, c'est pas une revue idéologique. C'est une revue qui veut donner la parole aux expériences autogestionnaires. C'est au fond, pour nous, une sorte d'instrument de recherche, mais un instrument de recherche qui donne la voix aux gens plutôt qu'essayer de leur voler
leur voix, puis de la transformer en concept sociologique. Souvent, on essaie de voir dans la société québécoise quels sont les groupes autogestionnaires, on essaie de les faire écrire eux-mêmes, ou de leur faire parler de ce qu'ils sont. On essaie de faire une sorte d'inventaire, ça fait 5 ans que ça dure, une sorte d'inventaire du mouvement, entre guillemets, autogestionnaire québécois, si tant est qu'il en existe un. Donc, à la fois, on fait de la sociologie, on fait une revue qui est un engagement social, puis on essaie de mettre ça ensemble pour inventer peut-être une nouvelle méthode de faire de la sociologie, peut-être aussi une nouvelle théorie. Ceci est lié, par exemple, à ce qui est fait dans le domaine des histoires de vie. Ceci est lié aussi à une autre recherche que j'ai faite, et ça va vous apparaître assez bizarre par rapport au mouvement autogestionnaire, sur les créditistes québécois. Donc, j'aimerais dire peut-être un mot. Je vous écoute. Pourquoi j'ai fait une recherche sur les créditistes québécois? C'est assez bizarre. C'est que j'étais candidat aux élections fédérales de 72 dans le comté de Rosemont pour le parti NPD, Nouveau Parti démocratique. Je n'avais aucune chance d'être élu, je le savais. Mais j'ai décidé, dans cette campagne-là, de faire du porte-à-porte. Tous les jours, tous les soirs et les fins de semaine, je partais seul en général et j'allais visiter les gens. J'avais aucun pointage, je ne savais pas pour qui ils étaient. Il n'y en avait sûrement pas beaucoup qui étaient pour la NPD. J'allais visiter pour parler, essayer d'expliquer mon affaire. Et j'ai découvert, à côté de ça, il y avait un candidat créditiste aussi, qui, lui, ne faisait rien du tout, j'avais un peu de publicité quand même, j'avais des petits moyens. Lui, il ne s'est même pas montré, et même pas venu voir les gens. Et moi, en rencontrant les gens, en discutant avec eux, je me suis aperçu qu'au fond, j'avais beau leur expliquer les trucs du NPD, j'étais obligé de prendre le langage de Réal Cahouette pour leur faire comprendre ce que j'avais à dire. Et au fond, j'avais l'impression à un moment donné que j'étais obligé de faire la campagne du candidat crédité au lieu de la mienne à cause de ce que j'appellerais la culture politique des gens de ce quartier, qui était une culture qui était très en consonance avec le discours créditiste, mais qui était très peu en consonance avec celui de David Lewis ou celui que pouvait apporter la NPD québécois. Et j'ai découvert dans leur discours que ce discours-là aussi était très radical, et alors que les gens disaient que les créditistes sont à droite, peut-être les leaders étaient à droite, mais que les gens, au fond, qui votaient créditistes, pouvaient voter créditistes pour des motifs très à gauche parce qu'ils ressentaient un certain nombre d'aliénations face au gouvernement fédéral, face à la technocratie surtout. C'est là que je reviens à ma fameuse idée de technocratie. Et là, j'ai eu l'idée d'aller faire une étude sur les créditistes en Beauce, et une étude qui venait de cette expérience-là sur les créditistes en Beauce, parce que je me suis dit, contrairement à ce qu'on m'a toujours dit, c'est pas vrai que les créditistes, c'est un phénomène de droite, et j'avais vu une série de sociologues anglophones écrire des livres sur les créditistes, les présenter comme des fascistes, et puis toute une série d'affaires, ça n'avait pas d'allure, et j'ai eu l'idée d'aller faire ça, mais pas par une méthode de questionnaire, par une méthode un peu d'histoire de vie. On a pris des créditistes de Beauce, on les a interviewés par des méthodes, disons, non directives, et on a fait un livre qui s'appelle « Tant que le monde s'ouvrira pas les yeux », qui est justement 10 histoires de vie de créditistes. Et disons, les sociologues seront très peu présents dans le livre, sinon pour présenter ces histoires de vie-là et donner un peu, eux, la façon dont ils réagissent face à ça. Ils ne sont pas plus présents que les créditistes, ils sont même un peu effacés. Et là, j'ai découvert que ça peut être très intéressant comme méthode, que ce qui avait manqué, je pense, aux sociologues québécois, tant fonctionnalistes que marxistes, c'est de vraiment écouter les gens. Ils allaient toujours les voir avec des questionnaires fabriqués d'avance, questionnaires fermés. Et ils leur donnaient les questions, c'est eux qui les avaient fabriqués. Souvent, les mots qu'ils mettaient dans les questions n'étaient même pas les mots que les gens employaient. Un bon exemple que j'ai découvert justement avec mes créditistes, on parlait à un moment donné de gens réactionnaires. Bon, réactionnaire, ça veut dire quelqu'un qui est à droite, en fait, qui veut retourner au passé. Et si on leur demandait, pour vous, donnez-nous donc un exemple de quelqu'un qui est réactionnaire. Le premier exemple qu'ils nous donnaient, c'était Michel Chartrand. Ça va pas, donc ça veut dire que si vous mettez réactionnaire dans un questionnaire, évidemment, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, c'est pas un vocabulaire qu'ils emploient. Parce que Michel Chartrand, ben, s'il y a quelqu'un qui n'est pas réactionnaire, c'est pas ça. Alors je me suis mis à repenser, et ça m'a amené à déboucher, disons, sur des recherches en culture populaire, que la culture populaire des gens, la culture politique, n'est pas du tout celle que les sociologues essaient de retrouver par leurs questionnaires et par leurs instruments, et ça m'a amené à dire qu'il faudrait peut-être inventer des nouveaux instruments qui vont être beaucoup plus près du discours qu'ont les gens, que de nos discours à nous, et donc à faire peut-être acte d'humilité par rapport à toutes les méthodes qu'on avait tendance à employer, soit du côté du fonctionnalisme ou du côté du marxisme. Du côté du fonctionnalisme, le défaut, c'est qu'on allait voir les gens d'accord, mais on les voyait avec des questionnaires tout finis d'avance, tout fabriqués d'avance. Du côté des marxistes, le défaut, c'est qu'on n'allait pas voir les gens. On décidait d'avance à partir d'une théorie comment les gens auraient dû penser parce qu'ils étaient aliénés. Alors, dans les deux cas, il manquait un peu d'expérience empirique ou d'expérience de terrain, que je pense qui est extrêmement importante en sociologie,
au-delà de la théorie, si on veut. Parce que je pense qu'il faut réinventer la sociologie aujourd'hui. Les théories actuelles sont en crise, la science est en crise, et puis il faut presque réinventer. Il y a des gens qui disent qu'il faut même réinventer la logique sur laquelle la sociologie est assise. Je ne vois pas encore jusque-là, parce que si on se met à réinventer la logique, là, on risque de couper la branche de l'arbre sur lequel on est assis. Peut-être que je vais y arriver, mais pour le moment, j'essaie encore de trouver plutôt une nouvelle façon de concevoir une sorte de science sociologique, mais une science qui soit beaucoup plus proche de la relation avec les gens, une science qui soit plus proche de la compréhension, disons, que de l'explication. Par exemple, nous, on fait une revue. Bon, moi, je suis sociologue, je suis professeur d'université, je fais des recherches, mais par ailleurs, je travaille dans une revue autogérée. Bien, dans cette revue autogérée-là, je ne fabrique pas ni des vêtements, ni des pommes de terre, parce que je ne connais pas ça, mais cette revue-là, on est obligé de faire toutes les tâches matérielles là-dedans. Il y a des tâches d'organisation, des tâches hiérarchiques, des tâches de financement. Au fond, en même temps que je fais mon travail de sociologue, je contribue à gérer une entreprise autogérée. Donc, en même temps, j'apprends ce que c'est que l'autogestion quotidiennement. Donc, en un sens, ça me donne une certaine légitimité pour travailler avec des groupes autogestionnaires, que je pense que je n'aurais pas si je n'avais pas une entreprise de ce genre-là aussi. Ça me gênerait, en tout cas, d'en parler ou de faire des travaux là-dessus si je n'étais pas moi-même inséré dans un mouvement comme ça. Parce que de moins en moins, aujourd'hui, les groupes acceptent de se laisser sociologiser. Au début, le sociologue pouvait se promener n'importe où, il arrivait avec son questionnaire, puis les gens ouvraient la porte, répondaient au questionnaire, puis même si c'était idiot, si tu voulais aller observer des mouvements sociaux, les gens venaient dans les sociologues et laissaient. Mais maintenant, les gens sont beaucoup plus réticents et avec raison face aux sociologues, parce que quand un sociologue vient les voir, il leur dit « Toi, tu veux me demander quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas apporter en échange? On n'a rien à vous donner. » Le sociologue n'est plus quelqu'un qui est accepté d'emblée comme bienfaiteur, utile, et puis quelqu'un d'important. Il faut gagner sa légitimité. Et donc, on est pris entre un double phénomène. Des fois, on a tendance à dire, bon, nous, on est des intellectuels d'université, on est aussi bien de se réfugier dans la théorie et puis dans l'épistémologie. En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup, l'épistémologie, j'en fais, mais je ne suis jamais complètement satisfait si je ne fais que lire des livres. On peut se réfugier dans la théorie et continuer à faire de la sociologie comme ça, mais à ce moment-là, la théorie risque de tourner à vide puisqu'elle ne sera pas vivifiée par ce qui se passe dans la société. Par ailleurs, si on veut s'approcher de ce qui se fait dans la société, bien là, on risque d'être un peu... ça va être assez difficile parce que les gens ne nous accepteront pas aussi facilement. Si on veut faire des enquêtes de marketing, seulement voir des gens individuellement, ça peut encore passer. Il va y avoir 70 % de gens qui vont nous répondre. Mais si on veut travailler avec des gens de Tricophile ou du JAL, si on arrive là, ils vont dire bon, « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes-vous un espion? » Alors, il faut vraiment s'impliquer avec eux ou faire des choses avec eux pour que qu'on gagne une certaine légitimité. Et ça change beaucoup, je pense, le métier de sociologue.